Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à une critique et une analyse de Tchernobyl, la mini-série HBO, disponible en 5 épisodes en France sur OCS. Et Tchernobyl, c'est tout simplement fantastique, des épisodes intenses que je vous recommande très chaudement. D'abord, il n'y aura pas de spoiler pour vous donner envie, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, de la regarder. Et ensuite, dans une seconde partie de la vidéo, il y aura quelques spoilers pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Alors oui, c'est vrai, je sais bien, ça fait quelques jours que je n'avais pas sorti de vidéo, mais j'ai été bien occupé entre le Bordeaux Geek Festival, une superbe convention où j'ai rencontré certains d'entre vous, c'était vraiment un super moment, puis le Festival d'Annecy ensuite, où j'ai pu voir de nombreux films, et puis rencontrer aussi l'équipe, notamment le réalisateur et les producteurs de Toy Story 4, qui sera d'ailleurs ma prochaine vidéo, donc ne la ratez pas. Mais bon, à partir de maintenant, je vais revenir à un rythme un peu plus régulier, en tout cas je vais m'y efforcer, et donc on est parti sur Tchernobyl. Pour commencer, je tiens à rassurer ceux qui pourraient croire que Tchernobyl c'est chiant à regarder, c'est tout le contraire, c'est passionnant. Ce n'est pas du documentaire, c'est une série à part entière, même si elle est courte avec 5 épisodes très intenses, mais jamais lourd comme pourrait le devenir éventuellement un cours d'histoire filmé. Au contraire, tout se fait avec élégance et profondeur, dans une mélancolie toute slave. Attention, loin de moi l'idée de dire que le documentaire est un genre ennuyeux, pas du tout, mais je dois avouer que sur un sujet aussi pointu, aussi lourd que Tchernobyl, j'étais personnellement assez circonspect, qu'il s'agisse d'un documentaire ou d'une série, comme Tchernobyl de HBO en l'occurrence. Ceci dit, il fallait bien que je me rende à l'évidence avec l'accueil global critique que reçoit la série, un accueil absolument fabuleux, elle est même mieux notée que Game of Thrones ou Breaking Bad sur IMDb, et aussi le bouche à oreille, beaucoup d'entre vous m'en ont parlé, m'ont demandé si j'allais faire des vidéos, il a fallu que je me rende à l'évidence, il fallait absolument que je voie Tchernobyl. Une autre crainte que certains d'entre vous peuvent avoir porte sur la dureté du sujet et de son traitement, et là, en effet, il faut bien reconnaître que Tchernobyl est une série qui vous glace, qui vous saisit, et ne laisse pas d'autre choix que de s'interroger sur la nature humaine dans ses meilleurs et ses pires aspects. Alors du coup, oui évidemment, si vous recherchez un divertissement pour vous remonter le moral ou vous changer les idées tout simplement, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Ceci dit, je pense que sur un tel sujet, sur une catastrophe telle que celle de Tchernobyl, eh bien, aucune autre approche que celle qui a été prise par cette mini-série n'aurait été digne de toutes celles et tous ceux qui ont souffert dans leur chair de la catastrophe, et le moins qu'on puisse faire pour rendre hommage à leur mémoire, eh bien, c'est d'avoir le cran de regarder, et puis ensuite, c'est plutôt du plaisir, même si c'est difficile. Comme je le disais, la mini-série est un énorme succès critique, et en termes d'audience, elle fait assez bien avec 8 millions de spectateurs sur les différentes plateformes, mieux que Sharp Objects, une série lente mais envoûtante, et un peu moins bien que la saison 3 de True Detective, que je vous recommande, et à laquelle j'ai déjà consacré une précédente vidéo. De mon point de vue, Tchernobyl mérite un succès largement supérieur encore, et clairement, c'est la série que je vous recommande le plus actuellement parmi tout ce qu'on peut voir. C'est l'œuvre la plus marquante, aussi bien dans son écriture, sa réalisation et son interprétation. Si on remonte à l'origine, on doit tout cela à Craig Mazin, qui est à l'origine du projet et qui a écrit le scénario, mais pour vous mettre cela un peu en perspective, c'est comme si en France, Philippe Lachaud, le gars qui a fait Nicky Larson, avait écrit une mini-série sur Fukushima. Et j'exagère à peine puisque Craig Mazin est connu pour son travail de scénariste sur Scary Movie, Very Bad Trip ou encore Le Chasseur et la Reine des Glaces. Du coup, le voir entreprendre et surtout réussir un projet tel que Tchernobyl vient casser toutes les idées reçues qu'on pouvait se faire sur la base de son registre précédent. Et pourtant, comme a pu le dire le réalisateur de la mini-série lui-même, ce scénario relève quasiment de la perfection en parvenant à saisir l'essence de ces plus de 2 ans d'histoire en 5 épisodes seulement, tout en rendant hommage à une vérité qui a été souvent bafouée par l'histoire. Et le réalisateur, justement, parlons-en, il s'agit de Johan Renck. Il apporte une véritable cohésion visuelle qui pose une ambiance très spécifique entre dénûment naturaliste implacable et lyrisme tragique, le tout dans des tons vert, beige et gris, indissociables des messages de la série. Dans Tchernobyl, l'ambiance sonore aussi relève quasiment du génie de la perfection et elle parvient à instaurer un sentiment à la fois d'urgence mais aussi d'oppression qui sont dignes d'un film de David Fincher. Après avoir notamment travaillé sur des clips musicaux, mais surtout sur Breaking Bad, sur The Walking Dead, sur les 3 premiers épisodes de la série Vikings ou encore sur Bates Motel, le réalisateur Johan Renck ne choisit plus maintenant que des projets sur lesquels il a un très grand contrôle créatif, comme par exemple une mini-série avec un seul réalisateur, c'est le cas de Tchernobyl, ou encore des épisodes standalone. Et c'est à tel point que le réalisateur a même refusé de travailler sur des séries telles que Better Call Saul, ou encore Homeland, ou même Game of Thrones, puisqu'il craignait de ne pas avoir suffisamment de contrôle créatif. On peut dire que le mec sait ce qu'il veut.
Rank a pu déclarer qu'il aimait les projets marqués d'obscurité et de mélancolie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses penchants ressortent avec puissance et subtilité à l'écran dans Tchernobyl. En termes d'interprétation, maintenant, je pense qu'on a tout simplement ce qui se fait de mieux, et quand on regarde épisode après épisode cette mini-série, on a l'impression de voir évoluer sous nos yeux de véritables personnes, on oublie totalement que ce sont des acteurs, et je pense qu'on peut faire ce compliment pour tout le casting. En tête d'affiche, on retrouve l'excellent Jared Harris qui a une longue filmographie et qu'on a notamment vu dans les séries The Expanse, The Crown et The Terror. À ses côtés, Emily Watson, révélée par Breaking the Waves, ainsi que Stellan Skarsgård, que le grand public connaît notamment pour son rôle du docteur Erik Selvig dans le MCU, mais qui, tout comme Emily Watson, a aussi travaillé avec Lars von Trier sur Dogville notamment. Comme je vous le disais, Tchernobyl n'est pas un documentaire, mais en revanche, toute la mini-série est absolument traversée par une obsession de la vérité, de l'authenticité des détails, même si je reviendrai dans la partie spoiler sur les quelques modifications qui ont été volontairement apportées par le scénario. Et ce souci de vérité s'exprime notamment dans les décors, les costumes, les accessoires, et de nombreuses voix de témoins de l'époque se sont élevées pour exprimer leur admiration pour la minutie du travail accompli. C'est notamment le cas de Slava Malamud sur Twitter, qui s'est largement exprimé sur la question, et dont les tweets ont été énormément partagés. Sachez d'ailleurs que vous retrouverez en description de la vidéo les nombreuses sources que j'ai pu consulter pour vous préparer ce contenu, et donc certaines d'entre elles soulignent cette authenticité qui est d'autant plus louable qu'on sait très bien qu'un public occidental non spécialiste n'a aucune chance de se rendre compte de ces détails parfaitement précis. Quant au message porté par la série, sans entrer dans les détails de son déroulement, il s'agit clairement de nous rappeler que la vérité existe en dehors de nous et de souligner le danger de toute tentative de l'ignorer, de la modifier ou d'aller jusqu'à nier même jusqu'à son sens et son importance, ce qui était malheureusement une spécialité du fonctionnement de l'État et de la structure sociale en URSS. Et il faut bien reconnaître que la portée même de ce message et la question du prix des mensonges reste malheureusement d'actualité quand toutes sortes d'organisations, comme des États par exemple, ou encore des multinationales, mettent en place des stratégies de communication pour transformer la vérité ou nous proposer leur propre version de la réalité. Et on peut penser à l'exemple de Donald Trump qui s'est fait une spécialité de mettre sur le même plan une opinion complètement subjective avec une mesure objective, c'est le cas avec le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi penser à tout ce qui a été mis en place en termes de stratégie de communication, de stratégie marketing, par des industries telles que celle des cigarettes, de l'agroalimentaire ou encore de la chimie, pour dévier l'attention de grands problèmes de santé publique. Tchernobyl dénonce donc bien un système, mais elle le fait en mettant l'accent sur l'aspect humain de cette tragédie, aussi bien dans ses visages les plus vils et consternants de lâcheté, que dans l'incroyable sens du sacrifice qu'on retrouve chez bon nombre de ceux qui ont combattu sans relâche les conséquences de l'accident et empêché qu'il ne devienne plus grave encore. Ces 5 épisodes sont donc un condensé d'informations et d'histoires, aussi bien la grande que la petite, mais il n'y a donc que 5 épisodes et vous n'avez pas vraiment d'excuses pour ne pas tenter cette immersion dans cette histoire récente et pour vous confronter au véritable risque que peut faire courir sur l'humanité l'usage du nucléaire quand un simple accident, aussi incroyable soit-il, peut suffire à mettre en danger la vie d'un continent entier. Et pour revenir encore un peu sur le côté dur de Tchernobyl, oui, il y a quelques séquences qui ne cachent rien de l'impact ignoble des radiations sur le corps humain, néanmoins vous ne regretterez pas l'expérience, même si votre confiance dans l'avenir de l'humanité ne ressortira pas forcément grandie de ce visionnage. Attention, puisque je vais bientôt commencer la partie spoiler de cette vidéo, évidemment elle se destine avant tout à ceux qui ont déjà vu la mini-série, mais d'un autre côté, comme je disais, la surprise n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, de plus marquant dans la qualité de Tchernobyl, du coup, si vous avez envie de continuer, vous pouvez aussi vous faire ce petit plaisir. Pour commencer, la mini-série cherche à saisir une forme de vérité et le fait très bien sur les explications scientifiques ou encore le déroulement des actions et dialogues dans la salle de contrôle de la centrale. Toutefois, il est clair et indéniable que des modifications ont été apportées entre le déroulement historique des faits et ce que propose la série, et d'ailleurs, son créateur et scénariste, donc Craig Mazin, a vraiment insisté pour qu'il y ait un podcast qui accompagne chacun des épisodes pour expliquer ses choix. Parmi les grandes différences, on sait par exemple que le procès du 5e et dernier épisode n'avait quasiment rien à voir dans la réalité, puisqu'aucun des 3 personnages principaux de la série n'était présent. En complément, il me semble très important de rappeler que le personnage d'Ulana Komiuk, interprété à l'écran par Emily Watson, n'existe tout simplement pas dans la réalité. En effet, il a été ajouté par le scénariste
pour représenter les nombreux scientifiques qui ont épaulé Valérie Legasov dans sa gestion de la crise d'un point de vue technique et scientifique. Et de toute évidence, elle est aussi celle qui porte la quête de vérité et pousse Legasov à témoigner le plus honnêtement possible dans un système qui donne toujours la priorité à la version officielle, au culte du secret et à la grandeur indépassable de l'État soviétique. Et effectivement, dans la réalité historique des faits, ce n'est qu'après le suicide de Valérie Legasov, un suicide qui a quand même pas mal secoué la communauté scientifique, que la question épineuse du défaut de conception des barres de contrôle dans les réacteurs RBMK a été prise au sérieux et enfin corrigée. Pour votre information, je peux aussi ajouter qu'apparemment, après certains tests qui avaient été menés sur lui, Valérie Legasov ne souffrait pas d'un cancer, et certains supposent que son suicide peut être attribué notamment à l'énorme stress qu'il a subi pendant toute la gestion de la crise de Tchernobyl, mais aussi par rapport à sa grande déception quant à la gestion de l'après-crise et le peu de crédit accordé à ses mises en garde sur le risque d'un nouvel accident. Parmi ceux qui critiquent le plus durement la série, puisqu'il y en a, on trouve notamment Masha Gessen, une grande spécialiste de la Russie contemporaine, et qui s'est exprimée dans un article sur The New Yorker. Elle estime que l'état d'esprit et la culture de l'appareil étatique spécifique à l'URSS de l'époque sont mal retranscrits dans la mini-série. Il serait impossible, selon elle, qu'un personnage tel qu'Ulana Komiuk puisse exister, s'opposer ainsi au système et se retrouver si facilement à la table de Mikhaïl Gorbatchev. Le point de vue de Masha Gessen m'a semblé intéressant à lire, mais pourtant je ne le partage pas, notamment quand elle estime que la mini-série insiste beaucoup trop énormément sur la responsabilité personnelle d'Anatoly Dyatlov. Pourtant, dans l'épisode 5, le vice-président du KGB, Charkov, définit clairement les priorités. D'abord tenir un procès spectacle qui doit mettre en lumière des héros, des méchants et la vérité officielle, puis ensuite s'occuper du problème de conception des réacteurs. Et du coup, de mon point de vue en tout cas, que ce soit dans cette scène ou dans bien d'autres, la série parvient à souligner l'extrême importance de la responsabilité du rôle du système soviétique de l'époque dans la survenance de l'accident. Et ce qui me gêne le plus dans la critique de Masha Gessen, c'est qu'elle semble impliquer que le système et la façon de penser qu'il induit enlèveraient toute responsabilité à ceux qui ont pourtant sciemment pris des décisions extrêmement dangereuses, voire totalement irresponsables et stupides, à commencer par Anatoly Dyatlov dans la salle de contrôle. En effet, on sait que les dialogues qui retracent les heures et les minutes qui ont précédé et qui ont mené à l'accident sont reprises le plus fidèlement possible dans la série. Du coup, pourquoi vouloir retirer la véritable responsabilité de Dyatlov alors que la mini-série met certes en avant la responsabilité d'un système, mais aussi de ceux qui se plient à la folie de ce système et qui ne font rien pour empêcher la catastrophe, alors que certains, par ailleurs, sont capables de dire non. Dire non, c'est exactement ce que fait Valérie Legasov lorsque la première réunion avec Gorbatchev est sur le point d'être levée sans prise de conscience de la gravité extrême de la situation. Cette série laisse aussi la possibilité aux spectateurs de voir un lien éventuel entre l'explosion du réacteur, puis celle, quelques années plus tard, du système soviétique. Et en effet, il faut savoir que certains supposent que la glasnost, la politique de transparence qui a été mise en place ensuite par Gorbatchev, pourrait découler en partie de Tchernobyl, de ses conséquences et des failles qu'elle avait révélées sur le système soviétique. Quant à la question de la prise en compte des victimes et des petites gens, entre guillemets, il reste quand même dans la série le pompier, Vassili Ignatenko, et son épouse Lyudmila. Il y a également ces soldats de l'épisode 4 qui montrent de l'humanité alors même qu'on leur confie une tâche horriblement déshumanisante en abattant sans relâche de pauvres animaux, pour la plupart domestiques. Alors oui, c'est vrai, je reconnais que la série aurait sans doute gagné à montrer davantage le point de vue des habitants, ceux qui ont été évacués en urgence. On pensait que c'était à court terme mais ils ne sont jamais revenus. Mais il était difficile de retracer tous ces événements, la gestion de la crise, en 5 épisodes, c'était déjà un pari assez fou. Parmi d'autres qui peuvent critiquer la série, on trouve notamment quelques nostalgiques de l'URSS, et oui, il y en a, il faut le savoir, et puis aussi des éditorialistes qui sont très proches du pouvoir russe actuel. Mais surtout, attention, il ne faut pas commettre l'erreur de dire que les Russes, de manière générale, rejetteraient la série, c'est absolument faux. Au contraire, il y a de très nombreux Russes, de très nombreux Ukrainiens qui vantent la qualité de la série et qui se moquent de l'incapacité du pouvoir russe et de ceux qui en sont proches de reconnaître la qualité d'une série produite par des Américains. Et le pouvoir en place a tellement peu apprécié le succès de ce Tchernobyl, de Sky et HBO, qu'une version russe du traitement des événements est déjà bien avancée dans sa production. Et apparemment, le scénario de cette version russe de la mini-série Tchernobyl évoquera la possibilité de la présence d'un agent de la CIA sur le site au moment de l'explosion, alors que de l'aveu même du réalisateur de cette version russe, eh bien on sait parfaitement que les États-Unis n'ont absolument rien à voir avec l'explosion.
Parmi d'autres critiques faites à la série, on a la question de la quasi-absence d'accent russe ou ukrainien, mais la décision a été prise très en amont et en toute conscience pour mettre l'accent justement sur l'interprétation et justement éviter toute caricature. Quant au casting, je pense qu'il aurait tout simplement été très difficile, aussi bien pour HBO que pour Craig Mazin, de pouvoir porter ce projet et d'espérer rencontrer un certain succès populaire en prenant uniquement des acteurs locaux, que ce soit russes, ukrainiens ou d'autres pays de l'Est. Et puisqu'on parle de casting pour les fans de Game of Thrones, on remarque au passage les interprètes de Maestre Luwin, Jeor Mormont ou encore Roose Bolton. Et enfin, pour prolonger encore un petit peu le plaisir, j'ai trouvé quelques explications intéressantes sur les titres respectifs des 5 épisodes. Le premier titre correspond tout simplement au code temporel de l'explosion du réacteur 4 à 1h23 minutes et 45 secondes du 26 avril 1986. Le titre de l'épisode 2, Please Remain Calm, merci de garder votre calme, correspond à la fin de l'annonce d'évacuation de Pripyat diffusée par les véhicules militaires. Le titre de l'épisode 3 est Open Wide, O Earth, et ce sont les premières paroles d'un chant de l'église orthodoxe orientale pour les enterrements, sachant qu'on insiste notamment dans cet épisode à celui des pompiers, coulés dans le béton comme le sera le réacteur lui-même plus tard, ou encore les chiens abattus dans la vaste zone contaminée. Et puis au passage, pour cet épisode, peut-être que ça vous intéressera de savoir que Lyudmila, l'épouse du pompier, tient dans ses mains les chaussures de ce dernier, puisque dans la réalité, on n'avait pas pu lui enfiler cette partie de son costume, car malheureusement ses pieds avaient trop gonflé sous l'effet des radiations bien sûr, et qu'il avait donc été enterré pieds nus. Concernant l'épisode 4, il a pour titre The Happiness of All Mankind, ce qui correspond bien sûr aux banderoles de propagande que les liquidateurs, ceux qui abattent les chiens, les chats et autres animaux domestiques, découvrent dans un petit village. Il s'agit là encore d'un véritable détail historique. Et quant au titre de l'épisode 5, enfin, Vishnaya Pamyat, désolé pour la prononciation, qui est aussi un morceau de rite funéraire de l'église orthodoxe orientale, qu'on peut traduire par mémoire éternelle, on peut surtout y voir le message que veut nous laisser Craig Mazin, le scénariste et auteur principal de la série, à savoir ne jamais oublier les sacrifices qui ont été consentis par ceux qui ont permis de réduire les conséquences de l'accident qui aurait pu être encore pire, et puis aussi ne jamais oublier ce qu'entraîne comme conséquence le dédain de la vérité. Ce qui est certain, c'est que Tchernobyl compte de nombreuses séquences qui resteront longtemps avec moi, celle du pont par exemple, avec ses enfants qui dansent dans la neige de particules contaminées, ce pont de la mort dont personne parmi ceux qui étaient présents cette nuit-là, à 1 km de la centrale, ne serait encore en vie aujourd'hui, les séquences en salle de contrôle, le conseil dans le bunker, les 3 volontaires pour aller évacuer les cuves remplies d'eau, ou encore les biorobots, ces hommes qui avaient 90 secondes sur le toit pour pousser les débris, notamment ceux de graphite. Et justement, ce terme de biorobot, il en dit long sur l'évolution qu'est obligée de subir Valérie Legasov dans sa vision des choses pour traiter les conséquences de la catastrophe. Encore un message qui résonnera longtemps chez ceux qui ont vu la série. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo assez touffue, je le reconnais. J'espère qu'elle vous aura convaincu de regarder Tchernobyl si ce n'est pas encore le cas, qu'elle vous aura donné quelques informations de plus si vous l'avez déjà vu. Et pas de menaces aujourd'hui, ça ne se prêterait pas trop à un sujet aussi sérieux que Tchernobyl, mais j'espère que vous penserez à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, notamment avec Toy Story 4. Salut!